Nous sommes le 11 juillet, il y a déjà des matchs NBA qui reprennent. Alors, ce sont des matchs de Summer League. La Summer League qui avait déjà commencé à Salt Lake City la semaine dernière, mais la Summer League la plus intéressante, c'est souvent celle de Las Vegas, parce que c'est là où on retrouve les plus gros prospects, et notamment le numéro 1 de la draft, Cooper Flag, a joué son premier match avec les Mavs. Alors, c'est pas vraiment un match officiel, vu que c'est un match de Summer League, comme je viens de le dire. Mais on a pu voir un peu le premier choix de la draft en action. Dallas a battu de justesse Los Angeles, les Lakers, 87-85, avec justement des actions décisives de Cooper Flag à la fin. Cooper Flag, qui est passé un peu à côté en termes d'adresse, il termine à 5 sur 21 au tir, 0 sur 5 à 3 points, 10 points, 6 rebonds, 4 passes, 3 interceptions. Mais il est quand même plutôt mis en avant, Théo, Cooper Flag, pour sa performance. Qu'est-ce que tu en penses de ce que tu as vu de Cooper Flag? Qu'est-ce que tu retiens un petit peu de ce premier match estival? Ouais, déjà, tout ce qui est en termes de maladresse, je pense que ce soit pour Cooper Flag ou pour les autres prospects, faut mettre ça de côté, surtout sur le tout premier match. Il y a tellement de choses qui se jouent l'adrénaline. Tu joues avec des mecs avec qui tu n'as jamais joué, avec qui tu rejoueras probablement jamais de ta vie. C'est vraiment voilà, des choses un peu particulières. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, bah, c'est tout ce qui fait qu'on aime Cooper Flag et qu'on lui prête ce potentiel. Finalement, c'est la totalité de son jeu, la polyvalence, la taille. La justesse dans le jeu, tu disais action clutch sur la fin, on peut, juste pour la décrire, c'est lui quand même qui réalise l'action du match. À 1 minute de la fin à peu près, il vient en aide, il met un contre magnifique, la balle, on lui redonne la balle, il mène l'espèce de fast break, il arrive, il voit qu'il n'y a pas de solution pour aller au bout, et il trouve tout seul Ryan Nembhard, le petit frère Andrew. Andrew, ouais, Ouais. d'Andrew. Voilà, pour un tir à 3 points, Ryan Nembhard qui a été très bon d'ailleurs pour Dallas. Tout seul pour un tir à 3 points, il le met, c'est le panier de la gagne. Alors c'est anecdotique, hein, c'est la Summer League, mais je trouve que tu avais un petit peu tout ça dans toute cette action, tu avais un petit peu toutes les raisons pour lesquelles on trouve Cooper Flag vraiment impressionnant. C'est l'agilité défensive, derrière c'est lui qui pousse la balle, lecture de jeu parfaite, il trouve son coéquipier. Voilà, moi c'est ça vraiment que je retiens de ce premier match. Ouais, j'ai vu que c'était ce que les coachs aussi mettaient vachement en avant, le fait qu'il fait les winning plays. Il est dans l'effort, il est dans l'intensité, il est dans plusieurs secteurs du jeu. Après la maladresse, je rappelle qu'un certain Victor Wembanyama avait aussi très très mal commencé en termes d'adresse, hein, son tout premier match avant de régler la mire. Donc bon, l'adresse c'est fluctuant. On sait que Cooper Flag, il a pas c'est pas le meilleur shooter, c'est pas le meilleur shooter en sortie de dribble non plus. Euh, il ne sera pas amené à prendre 21 tirs par match quand il jouera avec Anthony Davis, avec Klay Thompson, avec PG Washington, avec Kyrie Irving de toute façon. Donc Cooper Flag, effectivement, le fait qu'on le voit dans tous les efforts et dans toutes les petites choses qui font gagner, c'est finalement peut-être aujourd'hui le premier important, le plus important, pardon, le reste viendra petit à petit. Ouais, t'as raison. Il sera pas amené à faire ça pendant sa première saison. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il a pas besoin toujours d'avoir la balle en fait pour peser. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, bah, là, j'ai parlé de l'action décisive, mais parfois il y a des actions toutes simples en fait. Juste la petite passe de relance, la petite passe de décalage, des choses qui vont pas du tout rentrer dans le, comment dire, dans le box score, mais qui finalement donnent du liant à un système offensif. J'ai vu une comparaison de Jason Kidd que j'avais pas vu passer, où il le comparait au jeune Grant Hill. Et je pense que c'est peut-être la meilleure comparaison en fait, parce qu'il y a la même élégance vraiment dans le jeu, tu sais, même d'un point de vue visuel, ça rappelle, et je parle vraiment du Grand Hill de Duke et des premières saisons avec Détroit, qui était un joueur fantastique. Alors, enfin, c'est les gens de ma génération qui s'en rappellent, mais à l'époque, on se posait la question de savoir si Grant Hill allait pas être meilleur que Michael Jordan. Alors, bien sûr, il y avait déjà des superlatifs, on en faisait certainement trop, mais c'était un joueur de cette classe-là. C'était pas simplement le joueur de complément qu'on a pu voir à la fin de sa carrière quand il revenait de ses blessures. Et j'ai trouvé que c'était une excellente comparaison, vraiment, parce que t'as du rebond, t'as de la création. C'est un joueur qui est grand pour son poste, qui défend, qui va au rebond. Ouais, je pense. En tout cas, tu vois, j'avais pas du tout vu cette comparaison et je trouve elle est vraiment hyper pertinente. Après, à voir s'il y aura le même scoring, mais j'aime bien aussi, ouais, cette comparaison avec Grant Hill. Je la trouve plus pertinente que Jason Tatum, que je trouve faussée. Je vois pas trop en quoi il ressemble vraiment à Jason Tatum. Je préfère aussi une comparaison comme ça avec Grant Hill. Ça me semble. On est dans ce mood-là, les ailiers complets, polyvalents, capables de faire plein de choses. Ça colle plutôt bien à Cooper Flag. Hum, on peut peut-être enchaîner avec les Français qui ont brillé en Summer League cette Ouais. nuit.
4 Français engagés. Ils ont tous été plutôt bons. Je vais commencer peut-être avec celui qui a le plus brillé, c'est Maxime Reynaud. Il y avait un duel entre Sacramento et Orlando. 84-81 pour les Kings, victoire des Kings. Et Maxime Reynaud, pivot titulaire, il termine avec 16 points et 6 rebonds. Il s'est mis en avant, Maxime Reynaud. Maxime Reynaud avec les Kings. En face, il y avait Noah Penda qui a fait un match plutôt complet, 8 points, 3 rebonds, 4 passes, 2 interceptions pour Orlando. Il y avait le fils de Jason Richardson aussi, je te le dis au passage, qui a mis 14 points pour le Magic. Voilà, c'est de la Summer League, mais c'est intéressant aux yeux de la franchise de montrer déjà plutôt des bonnes choses. Ça ne garantit pas une place dans la rotation dès la pré-saison, hein, par exemple, mais c'est toujours bon à prendre. Surtout quand tu es un second tour. J'ai envie de dire que c'est encore plus important quand tu as été pris au second tour de montrer tout de suite ce que tu peux apporter en situation réelle, entre guillemets. Pour Maxime Reynaud, c'est très bien. Il a pu montrer tout ce qu'il peut apporter offensivement. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Noah Penda parce que finalement, j'ai trouvé qu'il était pile dans le registre dans lequel Orlando aura besoin de lui si jamais ils font appel à lui en cours de saison. C'est dans la polyvalence. Il n'a rien forcé, 4 passes décisives. Il joue une vingtaine de minutes. Hein, c'est pas énorme comme temps de jeu. Il a vraiment rempli la feuille de stats avec beaucoup de justesse. Donc pour les deux, je pense que pour le coup, c'est important cette Summer League. Ça permet aussi vraiment de prendre la température. Et c'est là aussi. Encore une fois, hein, j'y reviens, quand tu as été pro second tour, tu peux peut-être taper dans l'œil d'un assistant coach ou d'un coach et qui va noter et dire attention, c'est peut-être plus intéressant que ce qu'on pensait. Autre français, et là c'est un match que j'ai un peu vu, c'est celui entre OKC et Brooklyn, victoire du Thunder 90-81. Nolan Traoré des titulaires, il a fini avec 13 points, un 3 sur 5 au tir, il a provoqué pas mal de fautes, 6 sur 6 au lancer, 3 rebonds, 3 passes, donc plutôt bon Nolan Traoré, 1 sur 26 minutes. Il y avait aussi en face Nikola Topic qui a mis 16 points ou 18 points, je me souviens plus. 18 points, 6 passes, donc quelques très belles passes pour le coup. J'ai eu la chance de pouvoir le voir un peu en action du coup et c'était quand même assez kiffant. 20 points pour IJ Mitchell, mais du coup Nolan Traoré qui commence bien, il est dans un effectif très jeune à Brooklyn, enfin ça va être très jeune, pas seulement en Summer League. Et il y avait plusieurs autres rookies, hein. Il y avait Ben Saraf, il y avait Igor Denim, Danny Wolf. C'est lui qui s'en est le mieux sorti parmi les rookies des Nets. Ben pour Nolan, c'est important parce qu'il y a tellement d'arrière. Je veux dire, c'est un peu la blague du moment du côté des Nets, là, qu'on draftait que des arrières créateurs qui ont besoin du ballon. Donc là, ça va être un petit peu la guerre hein, quand même du côté de Brooklyn, je pense, pour voir qui va être pris, qui va rester, qui va être packagé, à qui on va demander de rester... Enfin, d'aller voir ailleurs le temps de s'aguerrir. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour Nolan Traoré. J'ai vu que c'est dans ce match-là aussi, après un entre-deux, il y a un joueur des Nuggets qui a marqué contre son camp. Comme quoi ça arrive à tous les niveaux. Juste tous ces gars-là, il faut qu'ils se mettent dans la tête, c'est Cam Thomas qui aura les ballons, hein. C'est aucun d'entre eux, hein. Ça sert à rien là. Ils n'ont pas capté, hein. Tant qu'il n'y a pas un trade, ils n'auront pas trop la balle, hein. C'est qu'en fait la possession elle s'arrête une fois que Cam Thomas a touché la balle. Exactement. Tu retardes le moment où tu lui lâches le ballon si tu veux l'avoir un peu en main. Et Topic qui a fait son meilleur match depuis son retour de blessure, il n'a pas toujours été bon. Enfin, à Salt Lake City, il a été un peu rouillé sur la Summer League. Là, il y a quelques très belles passes. On sent quelque chose. Voilà, le playmaker de grande taille, capable de jouer des pick and roll. C'est une fois que lui sera prêt, pas cette saison à mon avis. Cette saison, il va jouer un petit peu, hein, mais on parle souvent du Thunder. De toute façon, je vais y venir sur le Thunder. On va parler de Jalen Williams, mais dans 2-3 ans, peut-être, Nikola Topic risque d'avoir vraiment un rôle, quoi. Peut-être de 6e homme ou même peut-être dans le 5 majeur, va savoir, de ce grand playmaker capable de faire des différences. Ça peut être très intéressant pour OKC là aussi. Carrément, ouais, c'est clair. Bon, sur les autres matchs, ah si, il y avait un autre Français, Ouais. j'avais oublié quand même. Johan Bérenger, qui a commencé très fort avec Minnesota, notamment en première mi-temps, et s'il a fait la plupart de ses dégâts en première mi-temps. Les Timberwolves ont battu les Pelicans 98-91, 11 points, 8 rebonds, 6 contre pour Johan Bérenger, qui a tiré aussi à 5 sur 6. Il a été très efficace dans son rôle. Très belle première du coup et globalement d'ailleurs les jeunes des Timberwolves. Shannon Junior, qui je pense est amené à prendre un plus gros rôle du côté de Minnesota, il finit avec 20 points, 6 rebonds, 9 passes. Et Rob Dillingham, qui a été un peu maladroit, mais Dillingham, pardon, finit avec 15 points, 6 passes. Ouais, super match de Johan Bérenger. Impressionnant quand même dans la mobilité.
pour avoir regardé un petit peu de ce match-là. Il a rien gâché, il joue parfaitement dans son rôle. Et franchement, pour un joueur de sa taille, la mobilité dont il fait preuve, elle est vraiment, vraiment impressionnante. Tu vois, il a la capacité à venir contester un drive, reprendre, sortir un petit peu de manière agressive, revenir. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, alors il y a les 6 contre, forcément, qui marquent les esprits, mais c'est la discipline avec laquelle il a mis ses contres. C'est vraiment, tu sais, sur la fameuse règle de la verticalité, là, il est hyper discipliné sur le fait de se servir de son énorme envergure, sauter pile au bon moment. Il n'y a pas eu, dans ce que j'ai vu en tout cas, ces espèces de moments où tu as tellement envie de mettre le contre que tu vas te mettre à la faute, tu vas sortir un peu de ton cylindre. Ouais, et ça, honnêtement, encore une fois, hein, c'est un joueur qui a très peu de basket derrière lui. C'est vraiment, vraiment impressionnant, je trouve, de maturité. Du côté des rookies des Pelicans, 13 points, 10 rebonds, 3 passes pour Derek Queen et 14 points pour Jeremiah Fears, les deux rookies des Pelicans qui se sont quand même montrés. Du coup, après, oui, San Antonio avait battu Philly, mais je crois qu'il n'y avait pas de gros prospects sur ce match-là. Ou en tout cas, pas de joueurs qu'on connaît qui vont particulièrement nous intéresser. Denver a battu Milwaukee. Pareil, je regarde que les box scores. Je suis désolé, je les redécouvre. Je les avais déjà vus. Euh, et on a ici, il y avait Cleveland qui a perdu contre Indiana. C'était une revanche des demi-finales de conférence, mais pas du tout avec les mêmes joueurs. Et c'est quand même Indiana qui l'a emporté. Du coup, on peut passer. Juste, Ouais, ouais. juste un truc à rajouter sur la Summer League, j'ai oublié de le Vas-y. noter, mais tout à l'heure on a parlé du match Dallas pardon, et de Cooper Flag. Du côté des Lakers, c'était Lindsey Harding qui coachait l'équipe de Summer League des Lakers. C'est la deuxième fois seulement qu'une femme coach une équipe de Summer League en tant que head coach sur la Summer League. Donc voilà, je voulais le mentionner, Lindsey Harding, l'ancienne joueuse pro. Bien vu. Du coup, le Thunder, Jalen Williams a re-signé comme prévu pour. Alors, je sais plus je crois que le montant exact, ça va être 232 d'abord sur 5 ans et ça peut monter jusqu'à 287. Ça doit être le même contrat que Paolo Banchero, si je dis pas de bêtises. Pourquoi? Parce que tous les deux ont été All-Star, Williams comme Banchero. Donc, il y a le max pour l'instant avec possibilité du super max si jamais ils rejoignent une All-NBA ou sont élus MVP. Pas de surprise, mais voilà, c'est fait. Le trio du Thunder est sous contrat. On sait comme Green avait déjà re-signé. Shai Gilgeous-Alexander a aussi prolongé cet aidé. OKC commence à donner beaucoup de dollars, c'était prévu, mais OKC valide son Big Tree. Ouais, voilà, bah, c'était sûr, un petit peu, on en parlait après la re-signature de Holmgren. C'était encore plus sûr après la saison réalisée par le Thunder. Maintenant, voilà, le cap est clair. Tu sais ce que va être l'ossature de l'équipe. Il y avait beaucoup de rumeurs hein, à partir du moment où Giannis Antetokounmpo ou du moins au moment où on a pensé que Giannis Antetokounmpo risquait de bouger, on s'était posé la question même de savoir si c'était pas OKC qui pourrait offrir le plus gros package pour Giannis. Voilà, je pense que de toute façon, le titre a un peu changé la donne. Du côté de Milwaukee, ça s'est beaucoup calmé aussi. Donc maintenant, on sait ce que ça va donner pour les années à venir du côté du Thunder. Et on va compter sur voilà, le club qui va compter sur la progression de ses joueurs. Comme on en parlait récemment, les futurs rookies, les futurs tours de draft qui vont pouvoir récupérer, qui vont venir étayer un petit peu l'ensemble de ce roster. Et voilà, la route est claire pour le Thunder. Pas grand-chose à ajouter là-dessus, effectivement. Une autre prolongation, celle d'Herb Jones. 60 millions sur 3 ans, ça porte son contrat total à quasiment 100 millions, un peu en dessous, à 97 millions sur 5 ans. Voilà, Herb Jones qui est validé. Euh, c'est intéressant parce que c'est un joueur qui n'est pas garanti finalement de rester continuellement à New Orleans, surtout si l'équipe ne passe pas un cap. Si à un moment il y a une reconstruction, c'est peut-être un joueur dont ils voudront se servir comme monnaie d'échange. Et pour le coup, le re-signer, ça te permet de chercher éventuellement une plus grosse valeur. Et si jamais tu veux le garder, c'est un joueur important hein, de leur effectif, c'est un de leurs meilleurs défenseurs, voire leur meilleur défenseur, c'est toujours bon de l'avoir sous contrat sur plusieurs saisons. Ouais, limite, je me demande si Herb Jones et Trey Murphy, c'est pas les joueurs de l'effectif actuel des Pelicans qui ont la plus grosse valeur marchande, qui intéresserait le plus d'équipes. Donc c'est un move voilà, très intelligent, enfin logique, plutôt intelligent, c'est peut-être un peu fort. Logique en tout cas de la part des Pelicans. On sait toujours pas ce qui se passe avec cette équipe, on verra. J'ai aucune idée. Tu vois, en fait, je souriais quand tu parlais de cap parce que je me disais, mais je sais tellement pas ce que cette équipe que. Leur effectif est incroyable.
Si tu prends les noms individuellement, la plupart c'est intéressant. Tu fais le mix, tu te dis, par contre au niveau du fit c'est bizarre. Je te donne quand même les noms. Donc il y a Zion Williamson, inconnu autour de Zion. Quel niveau il aura? Est-ce qu'il sera capable de jouer? Si, quel niveau on sait, il est fort. Est-ce qu'il sera capable de jouer? Est-ce qu'il a envie d'être là? Ça on ne sait pas. Est-ce qu'il sera en bonne santé? Ensuite, tu as Jordan Poole, une énigme à lui tout seul. Dejounte Murray. Alors là, en plus, tu as Dejounte Murray, Jordan Poole. Tu sais, ça peut être potentiellement complémentaire, mais tu sais jamais avec ces mecs-là. Et tu sais pas quand est-ce qu'il reviendra, Dejounte Murray non plus, hein. Quand est-ce qu'il sera revenu à 100%, quoi. C'était quelle blessure qui s'était fait déjà, Dejounte C'était Murray? tendon d'Achille. T'es sûr? C'est fait Ah, il me semble, ouais. Ah oui, ok, donc c'est. Ah oui, oui, j'avais pas percuté que c'était ça. Ah oui, Achille. Ah oui, oh Mm. là là, effectivement. Donc en plus, tu as cette interrogation. Bah, c'est peut-être pour ça qu'ils font le trade aussi pour Jordan Poole. Et c'est quand qu'il se fait cette blessure en. J'ai complètement oublié que c'était le Un tendon peu d'Achille. avant la mi-saison, il me semble. Ok, donc oui, potentiellement en deuxième partie de saison l'an prochain, tu le retrouves. Sans doute pas à son meilleur niveau. Et en plus, c'est un joueur qui se reposait vachement sur ses qualités d'explosivité. Donc, bon. Trey Murphy, qui je pense est le joueur le plus intéressant de l'effectif au-delà de Zion, qui a En fait, tendance à stagner parfois. je pense Ouais. qu'il faut. J'allais y venir. Je pense qu'il faut qu'il parte, en fait. Lui, parce que moi, j'aime beaucoup ce joueur, mais tu commençais à parler de stagnation. Tu sens qu'il y a un cap qui paraît à portée de main, tu vois. Et moi, je pense qu'il faut qu'il parte, en fait, pour qu'il puisse franchir un cap, soit vraiment devenir. En fait, qu'il soit plus dans l'entre-deux. Soit ça devient vraiment un joueur d'impact, soit ça devient un super role player, tu vois. Un petit peu comme. Et limite, si tu Non, deviens un pardon. super. Et Pardon, c'est vas-y. Aaron Gordon, c'est ce que j'allais dire. Mais parce qu'en fait, finalement, en devenant un super role player, Aaron Gordon a passé un cap. Tu vois, c'est devenu un joueur d'impact en devenant un super role player. Mais je pense la même chose de Trey Murphy. C'est ce que je vois pour Murphy. Je vois plus la deuxième option que la première. Je pense que si vraiment il y avait la capacité d'être une superstar, on l'aurait vu à un moment ou à Un un autre. superstar, ouais. Ouais, ouais, Superstar, non, ou c'est. star. Quand Ouais. tu dis joueur d'impact, tu vois, tu penses à star, tu vois, un Mm, all-star. mm. Superstar, oublie le terme superstar, all-star. Je pense pas que Trey Murphy, c'est un mec qui peut être 3 fois all-star. Une fois sur un malentendu, pas 3 fois All-Star. Tu vois, à un moment, j'y croyais. Je me suis dit, ah, c'est peut-être lui la star des Pelicans. Il peut être un gros scoreur. Oui, si tu le mets à Washington, il va scorer. Mais faire gagner tout en scorant, je pense que ça, Trey Murphy, je fais plus ou moins un trait là-dessus. Par contre, je suis d'accord avec toi. En fait, Trey Murphy, j'aimerais le voir dans un contexte où ça gagne vraiment, régulièrement, où il y a des joueurs plus forts que lui, vraiment, sans contestation possible, et des joueurs constamment sur le parquet meilleur que lui pour justement être dans un rôle où il a d'autres choses à faire et exactement comme tu as dit, passer un cap en étant un role player en fait. Et je vois ça aussi ailleurs qu'à New Orleans. Après, il y a Herb Jones. Tu remarqueras dans cet effectif-là, j'ai pas cité beaucoup de shooters quand même. Bon, après, Mm. Jordan Poole et Trey Murphy vont en mettre. Trey Murphy, c'est un shooter. Jordan Poole aussi, ça peut être un shooter. Mais on est sur une équipe qui a, attention, surtout quand on voit la suite. Kevin Looney, je sais pas ce qu'il vient faire là. Vraiment, je comprends pas. Il Jeremiah a pris Fierce, bon, c'est l'argent. un, c'est un rookie. Effectivement, lui, il a le potentiel de scoring, mais bon. Petit, Sadiq hein. Bey. De quoi, pardon? Pardon, je mets des commentaires à chaque fois que tu dis. Oui, C'est petit. insupportable. Ouais, mais si, Non, t'as mais raison. parce que Mais oui, c'est effectivement un scoreur, mais c'est petit, mais bien sûr. faut que tu sois extrêmement, extrêmement fort être une star. Parce ils sont allés chercher haut quand même. Donc pour être une star avec cette taille-là, faut que tu sois extrêmement, extrêmement fort. Et faut que le Et jeu ils ont, soit tourné et organisé autour de toi. et ils ont plein de joueurs plus petits pour leur poste. Zion, Looney, Fears, Derrick Quinn, l'autre rookie. Après, ils ont Jordan Hawkins, qui était un Jordan Alvarado, Yves Missy, qui a fait une bonne saison rookie, mais là, Yves Missy va être concurrence avec un autre rookie, Quinn, avec Looney, avec Zion. Enfin bref, ça, il va avoir des minutes, tu vois. Mais cette équipe, il y a à la fois du talent, à la fois le mix est bizarre, et à la fois tu te dis, mais ça, en fait, à l'Ouest, il faudrait vraiment que tout clique. Et quand je dis tout, c'est tout pour que cette équipe, elle soit en course pour le top 6 en fait. Ce qui me semble improbable aujourd'hui. Sauf si Zion est exceptionnel, quoi. Tiens, franchement, je me dis ça, j'ai l'impression que si t'es le coach, c'est comme si on te donne un tableau, un puzzle d'un tableau d'impressionniste, sauf que toi, t'es daltonien en fait. Et t'es là, tu regardes les pièces, tu dis, mais comment tu veux que je fasse quelque chose avec ça?
Très bonne métaphore. Euh, allez, on peut terminer avec un petit mot de l'équipe de France U18 féminine qui jouait son quart de finale, qui a joué plutôt son quart de finale contre l'Italie et qui a écrasé l'Italie 72-34, se qualifier pour les demi où les filles affronteront l'Espagne. Donc beau résultat en U18. Ouais, bravo à elle. Il y a un gros beat Spain encore une fois de plus. J'ai l'impression qu'elles sont tout le temps sur notre route, ces Espagnols. Donc voilà, on serait pas contre le fait que les U18 arrivent à venger un petit peu ce qui s'est passé pour les seniors il y a quelques semaines. On s'arrête là-dessus, Théo, ou tu voulais Ouais, rajouter quelque chose? Non, on n'a rien oublié. On se retrouvera demain pour le sixième CQFR de la semaine, celui où on répond à toutes vos questions. On sera au rendez-vous et dimanche, Coupe Culture. D'ici là, bonne non, journée à pardon, tous. excuse-moi, Non, il y aura pas pardon, d'Aube Culture. pas de Coupe Non, non, Culture. Oubliez tout ce que je viens de exceptionnellement, dire. ouais, Il y aura le exceptionnellement, il y aura CQFR pas d'Aube demain, mais Culture. Ouais. pas de Coupe Culture. Le Coupe Culture se repose. Pierre Armand doit être sur une affaire sombre. Je ne veux pas savoir. On découvrira ça. Est-ce que vous reprenez dans 2 semaines? Je te demande maintenant, du coup, Ouais, en ouais, on direct. reprendra dans 2 semaines et on en fera Ok, encore deux avant de faire une petite coupure pour les vacances là. C'était ça marche. exceptionnel. Ça marche. Allez, bonne journée à tous. Ciao.